Dans les bras de son père, l'enfant gémissait. Par pur instinct, chaque effort plaqua sa main contre la bouche du nourrisson. Au travers d'une petite fente du rocher, derrière lequel il s'était caché, il vit que les 4 hommes en toge bleu-vert s'étaient arrêtés, debout au milieu du chemin recouvert de neige. Ils guettaient sous le soleil levant. « Tu as entendu ?» demanda l'un d'eux, nerveux. « Oui, j'ai entendu », répondit un autre d'une voix grave. Des gouttes de sueur perlaient du front de Jack. Son sac à dos pesait lourd. Son fils gigotait de plus en plus, mais il était nécessaire qu'il reste silencieux. Le père tourna la tête vers la droite et fixa les 5 autres rochers, plus gros, qui bordaient le chemin. Dans sa précipitation, il avait choisi le plus petit, alors qu'il réfléchissait à la meilleure diversion qu'il pourrait entreprendre pour rallier l'un d'entre eux. Le plus proche explosa dans un éclat bleu-vert. L'enfant poussa un bref cri de surprise, mais sa voix fut noyée par le vacarme de l'explosion. Quelques débris avaient frôlé la tête de Jack. « Je ressens comme une présence », dit un troisième. Jack se risqua à observer à travers la fente. Celui qui avait parlé arborait une barbe blanche, courte, ainsi que des cheveux fins. Il ne cessait de balayer son environnement du regard. « Méfiez-vous, dit-il à ses comparses. Ils ont eu raison de Mancadius. Qui sait de quoi ils sont capables ? Je crois que la femme a été tuée, précisa celui qui était nerveux. Jack sentit son cœur se serrer. Le doux visage de son épouse, aux longs cheveux bruns, s'imposa à son esprit quelques instants. Mais pour l'heure, il n'était plus question des sanglots. Il fallait réfléchir à une solution. Il jeta un regard aux alentours et ne put s'empêcher de constater à quel point ils étaient à court d'options. Des collines enneigées à perte de vue. Ce n'était guère la zone la plus praticable du Népal. S'ils souhaitaient rallier le village, comme prévu, il fallait suivre le chemin, et il était crucial qu'ils y parviennent. Leur unique allié en ces régions, le visionnaire, les attendait. Ils avaient déjà un retard conséquent. Jack se pencha tant bien que mal et saisit un petit sac de toile posé dans la neige. Il se concentra alors sur le rocher contre lequel ils étaient et fit un effort d'imagination. Il n'avait jamais été doué pour ce qu'ils allaient entreprendre. Mais la vie de son fils, comme la sienne, était en jeu, désormais. Alors qu'il lui semblait entrevoir le meilleur axe, il tendit sa main. Aussitôt, le rocher se mit à rouler vers les 4 hommes en toge, comme s'il avait été propulsé par une force invisible. 2 d'entre eux réussirent à l'éviter. Les autres virent leur destin s'écourter. Jack se rua vers les 4 rochers encore entiers, seul obstacle au rayon bleu-vert qui se mettait à pleuvoir sur lui. Titubant à moitié dans la neige, indifférent aux pleurs de son fils, il parvint à se cacher derrière le premier, évitant ainsi les attaques lumineuses qui pleuvaient autour. D'un instant à l'autre, les ennemis restants auraient fait exploser le rocher. Jack devait à tout prix l'éviter. Même s'il parvenait à fuir avec son fils, il ne pouvait guère laisser le sac de toile derrière lui. S'il le récupérait, ce serait la fin de trop nombreuses vies. En un éclair, Jack quitta sa cachette et se concentra sur les 2 opposants qui le visaient de leurs mains. En un battement de cils, le père matérialisa dans son esprit une tornade fantastique. Et sans qu'il eût besoin d'un effort supplémentaire, celui-ci devint réel.
Les ennemis se mirent à tournoyer dans un amas de vent et de neige. La manifestation était si dense qu'elle parvint à effriter le rocher que Jack avait envoyé plus tôt sur les infortunés adversaires. Il ne prit guère la peine de vérifier où il les envoyait. Lorsqu'ils retombèrent dans la neige, Jack les avait déjà distancés. Chapitre 1. La montagne primordiale. C'était une belle matinée. Le soleil poignait au-dessus de la grande montagne aux neiges éternelles, tandis que les habitants du petit village de la vallée s'affairaient à leurs activités quotidiennes. Un son de cloche résonnait, alors que des enfants s'amusaient à se poursuivre en se lançant de la neige, car c'était bien la seule chose qu'on pouvait voir à des kilomètres. Dans ce village népalais, c'était l'heure du marché. Les vendeurs sortaient les articles de larges bâtisses en briques et les disposaient en étalages colorés, interpellant et incitant quiconque passait devant à goûter à la nouvelle recette ou à essayer les tissus les plus récents. Certains étalages proposaient des articles plus ésotériques, comme des pierres de la montagne aux propriétés sacrées, disait-on. Mais pour beaucoup, ce n'étaient que des rumeurs fantasques, répandues par des commerçants aux intentions douteuses. La longue avenue enneigée était bondée, car aucun ménage ne manquait le marché, unique source de nouvelles acquisitions. L'odeur du dalbat, plat traditionnel du pays, emplissait les narines de quiconque passait à proximité des femmes qui s'affairaient à cuire le riz, avant d'y ajouter le curry. Certains vendeurs étaient assis à même le sol, proposant aux passants leurs épices ou leurs fruits, ainsi que leurs drapés en motifs rouges, jaunes ou bleus. L'un des étalages, abrité sous un toit fait de planches irrégulières, proposait des tisanes et des soupes confectionnées à partir d'herbes de la montagne. L'homme qui les vendait ne cessait de clamer qu'elles possédaient des vertus thérapeutiques exceptionnelles. Elles avaient pour effet, selon lui, de prévenir la plupart des maladies dégénératives. Une consommation quotidienne permettrait aux cellules du corps de vieillir moins vite et préserverait l'énergie au-delà des âges les plus avancés. Mais peu l'écoutaient vraiment. Ces breuvages étaient surtout prisés pour l'arôme délicat dont le préparateur avait le secret. Cet homme était mat de peau, comme la plupart des Népalais, et les nombreux plis qui façonnaient son visage laissaient deviner un âge avancé. Quelques dents en moins, et des cheveux gris en désordre, en faible quantité, lui donnaient un aspect oscillant entre un fou et un sage. Il s'appelait Shirisha Bishal. « Namasté », disait-il aux passants. Comme d'ordinaire, ces salutations étaient ignorées par la plupart des villageois matinaux, qui, au milieu, lui jetaient un regard amusé avant de continuer leur chemin, attirés par un nouveau bijou ou un manteau. Seuls quelques hommes vêtus d'une étrange toge de couleur bleu-vert s'arrêtèrent un bref instant devant lui, avant de poursuivre leur chemin. Cependant, au terme de plusieurs minutes, un homme se détacha de la foule. Il s'avança à pas lents vers l'étalage de Shirisha. Il était très vieux, la peau blanche. Il possédait une fine moustache et des cheveux clairsemés de la même couleur que la neige, sur un fond presque dégarni. Il portait des lunettes noires qui ne laissaient entrevoir ses yeux. Shirisha sourit en le voyant approcher. « Namasté, mon ami, dit-il. » L'homme, vêtu d'un long manteau marron, sortit des pièces d'une poche intérieure. Il s'adressa à Shirisha d'une voix éraillée, comme
3 rations de soupe, s'il vous plaît. Celle au Yarsa Gumbu. La plante d'été? Tout de suite. Shirisha s'affaira alors à réunir dans 3 pots différents des extraits de ces soupes aux propriétés curatives, pendant que le groupe des hommes en toge repassait devant l'étalage. Lorsqu'il tendit les pots au vieil homme, celui-ci mit l'argent dans sa main, sans un sourire. Shirisha n'en fut point vexé. « Vous ne voulez toujours pas me dire votre nom ?» demanda le vendeur intrigué. « Depuis le temps que vous habitez ici, et vous ne voulez toujours pas me dire pourquoi vous parlez aussi bien français ?» interrogea le vieillard avec un sourire. Le vendeur regarda ses pieds en souriant à son tour, à pleines dents, du moins toutes celles qui lui restaient. « Ah, vous savez, je ne suis pas née au Népal, expliqua-t-il. J'ai fait de longues études et je parle 6 langues. Mais j'ai fini par venir dans ce village pour m'occuper de mes parents qui y habitent. » Shirisha fronça ses sourcils, comme s'il cherchait à jauger son interlocuteur. « Et vous, je me demande pourquoi vous êtes venu habiter ici, ajouta-t-il. Vous n'êtes pas népalais. » Pas le moins du monde. Le vieillard souriait toujours. Shirisha, de plus en plus curieux, comme lors de chaque échange avec cet homme, ne se découragea pas aussi vite. Au moins un prénom, insista-t-il. Contentez-vous de m'appeler le visionnaire. C'est comme ça qu'on m'appelle depuis 20 ans. Je m'y suis habituée. Très bien, mon ami, dit Shirisha en inclinant sa tête. Je ne vais pas vous contrarier. Vous êtes l'une des quelques personnes à m'acheter des soupes avant le midi. C'est grâce à cela que je vis. Il jeta un regard à gauche et à droite pour observer la rue du marché. Personne ne semble croire aux propriétés de la montagne, dit-il en reportant son attention sur le vieil homme. Il pense que j'affabule. Il pense que je suis dans un délire ésotérique. Mais ce n'est que de la médecine. Croyez-vous ? Le visionnaire baissa son visage et laissa apparaître 2 yeux bleu ciel par-dessus ses lunettes. Il fixait Shirisha avec une indéfinissable expression de mystère. Il est vrai qu'on trouve aux abords des grottes des plantes aux propriétés exceptionnelles, avoua le vendeur, presque surnaturel. Oh, je ne suis pas du genre ésotérisme, désolé. Vous ne croyez pas que la montagne soit sacrée? Pas vraiment. Vous ne croyez donc pas ceux qui parlent d'une porte infranchissable, derrière laquelle se cacherait un secret fabuleux? Vous ne croyez pas aux légendes de la montagne primordiale? Pourquoi les croirais-je? Bouffa le visionnaire. Pour toute réponse, Shirisha se contenta d'un sourire poli. Ce fut à cet instant qu'un des hommes en toge s'approcha de l'étalage. Sans un regard pour le visionnaire, il s'adressa à Shirisha. « Auriez-vous aperçu un Européen avec un bébé ?» « Quelle drôle de question !» s'exclama le vendeur avec un sourire. « Je l'aurais remarqué. Il est rare de rencontrer des voyageurs européens par ici. Ce sont des amis à vous ? » ?»« Oui. » Sans un mot de plus, l'homme s'éloigna de l'étage. Le visionnaire était resté silencieux. « Je vous souhaite une bonne journée, Shirisha, » conclut-il. « Je reviendrai sûrement la semaine prochaine. »« Une excellente journée à vous, monsieur le visionnaire, » dit le vendeur en inclinant sa tête. Le vieillard, sans attendre, se remit en chemin vers l'avenue principale, ses achats en main. Il marchait indifférent aux villageois qui se pressaient autour de lui pour avoir les meilleurs articles.
La longue allée était étroite. Les gens de cette région du monde avaient pour habitude de construire des villages sinueux, aux rues labyrinthiques. L'idée était dans leur croyance de perdre les esprits les plus téméraires qui essaieraient de rendre visite aux vivants. Il avança ainsi 5 bonnes minutes parmi les étalages, sans même tourner la tête vers les fumées qui s'échappaient des cuissons de lentilles et de riz. Une femme l'interpella pour lui vendre des fruits, mais le visionnaire refusa. Il aperçut alors un groupe de 3 hommes en toge de couleur bleu-vert et se figea sur place. Il déambulait le long du marché, scrutant chacun des étalages avec une attention dérangeante. Le vieil homme réfléchissait à toute vitesse. Cette couleur, il la connaissait. Elle signifiait que ces hommes, qui cherchaient un enfant et son père, n'étaient pas originaires du village, mais d'un endroit qu'il valait mieux ne jamais visiter. Il devait absolument éviter d'être questionné par eux, sans quoi sa vie serait menacée. Se cachant les yeux d'un rayon solaire qui venait de percer au-dessus de la montagne, il pressa le pas en longeant les murs. Alors qu'il passait à quelques mètres d'eux, l'un des hommes qui portait une barbe blanche se mit à le fixer. « Hé !» dit celui-ci d'un ton bourru. Le visionnaire ne s'arrêta point, et il s'en félicita intérieurement. L'homme à la barbe ne s'était pas adressé à lui, mais à un jeune homme juste derrière. Le malheureux fut entraîné à l'écart par le groupe, voué à un interrogatoire peu souhaitable. Le vieil homme s'éloigna de l'affluence du marché et finit par arriver devant une petite ruelle enneigée sur la droite, entre 2 bâtisses en pierre orange. Il l'emprunta et parcourut ainsi 3 pâtés de maisons, avant de s'arrêter devant une grande habitation boisée. En dépit de la neige qui recouvrait le toit, on pouvait y déceler un revêtement de paille sous la couche blanche et épaisse. Il fouilla dans sa poche intérieure à la recherche de ses clés et se mit à jurer de frustration. Malgré les années, il n'avait jamais cessé de les égarer au fond de ses poches. Mais en ce jour, le temps pressait. Il finit tout de même par en sortir une petite paire de clés usées. Il monta les quelques marches enneigées de son perron, puis tourna la serrure d'une porte, minuscule, de la même couleur que les murs boisés. Il dut forcer un peu pour ouvrir, et parvint à entrer dans la maison en se courbant. À l'intérieur, la température était bien plus élevée. Un petit chauffage poussiéreux était branché par un câble jaunâtre au milieu de l'entrée. Il diffusait sa chaleur jusque dans le salon, un peu plus loin. L'intérieur était humide. Les murs en bois noircis semblaient très anciens. Le vieil homme entra dans le salon. Les rayons du soleil lui parvenaient à travers une fenêtre, dont les volets abaissés laissaient filtrer par lignes la blancheur du jour. Le visionnaire posa ses clés sur une table carrée en bois. Avant d'y déposer aussi ses pots de soupe, une voix retentit derrière son dos. « Alors, il y en a bien 3 ?» Sans se retourner, le vieillard répondit. « Oui, Chirisha est toujours aussi curieux de connaître mon nom. Il a voulu me faire parler de la montagne, mais j'ai fait celui qui n'y croit pas. » Il hésita à parler des hommes en toge, ne sachant comment aborder le sujet. « Comment va le petit ?» demanda-t-il. « Il dort. » Le visionnaire se retourna et vit, assis sur une chaise en bois dans un coin du salon, un homme bien bâti. Ses cheveux châtains étaient coupés courts, et il tenait dans ses bras un petit tas de couvertures. La dureté se lisait dans son regard. Ses yeux étaient de glace, bleus comme le jour. « Comment puis-je être sûr que ça fera effet ?» demanda-t-il avec raideur. « Je prends ça depuis que j'ai 50 ans.
répondit le visionnaire. J'en ai 90 et je suis toujours en pleine forme. Ce n'est pas pour rien que j'ai choisi d'habiter ici. Et pour mon bébé, le visionnaire agacé s'approcha de l'homme avec lenteur. Monsieur Jack Wayford, il va falloir commencer à me faire confiance. Ne vous ai-je pas donné l'emplacement exact de la grotte? Je vous loge, je vous nourris, je vous aide à garder l'artefact, et ce, sans la moindre arrière-pensée. Il se pinça les lèvres. La seule chose que je demande en retour, c'est un peu de confiance. Jack Wayford fixa le vieillard, le visage insondable. Veuillez m'excuser, déclara-t-il de sa voix grave. Le visionnaire se détendit. Il soupira un instant et s'assit sur une autre chaise à côté de Jack. Ce n'est pas grave, déclara-t-il. Ils restèrent ainsi un instant à se regarder. Le visionnaire posa alors ses yeux sur le tas de couvertures que Jack tenait dans ses bras. Il hésita puis troubla le silence. « Et vous êtes sûr que sa mère est... » « Oui. » Le silence retomba. Jack avait désormais une expression amère lorsqu'il posa le regard sur l'enfant qu'il tenait dans ses bras et qu'il observa son visage endormi dépassant les couvertures. Une larme s'échappa de ses yeux et vint s'écraser sur le nez du petit garçon. Celui-ci bougea la tête en fronçant les sourcils dans son sommeil. « Je suis désolé, je n'aurais pas dû en parler, » dit le visionnaire. « Ce n'est pas grave, vous n'y pouvez rien. On savait à quoi s'attendre. » Jack Wayford croisa le regard du vieillard. On pouvait lire la colère sur le visage du père. « Ce Moncadius, cette ordure du royaume, nous a suivis jusque dans les hauteurs, » ajouta-t-il. « On a réussi à s'en débarrasser, mais elle n'a pas survécu. » Le visionnaire acquiesça en silence, avant de regarder à nouveau l'enfant d'un air interdit. Il hésita un instant avant de prendre la parole. « J'ai croisé un groupe d'hommes à la couleur du royaume. Ils scrutent le marché à la recherche d'indices. Ils ont interrogé Chirisha à propos d'un Européen et de son bébé. Ils doivent soupçonner que vous êtes ici. » Il ne voulait pas inquiéter Jack, mais l'information était trop importante pour rester tue. « Alors, nous ne pourrons pas rester ici très longtemps, » déclara le père. Il posa les yeux sur son enfant. « S'il devait m'arriver quelque chose, je peux compter sur vous pour le mettre à l'abri ?» demanda-t-il en reportant son regard sur le vieil homme. « Oui, bien sûr, mais je n'élèverai pas, Jack, » dit le vieil homme, déconcerté. Jack ne dit mot. Il se tourna de nouveau vers son fils, qu'un courant d'air froid avait fait remuer. « Je vous ai laissé quelques informations, » dit-il. « Si je disparaissais, elles vous renseigneront sur la manière dont il faut s'occuper de lui, le temps que vous trouviez une solution. » Jack désigna un petit sac troué posé sur le sol, à côté de sa chaise. « J'ai également laissé autre chose pour lui, » ajouta-t-il. « Je l'ai écrite au cas où les choses se passeraient mal. Je veux qu'il puisse la consulter où qu'il aille. Mais surtout, ne le dites à personne. J'aimerais éviter de le mêler à ça avant qu'il ait développé son don. Si je dois vous le laisser, tenez-le éloigné du continent. Il faudra bien qu'il fasse son chemin jusqu'à Dayal, comme tous les Européens, » dit le visionnaire. « Ils sauront lui apprendre à survivre. Nous vivons une époque où nous pouvons nous permettre de nous promener seuls dans le monde. S'il devait m'arriver quelque chose, coupa Jack, assurez-vous aussi que ceci soit récupéré par Alal Kelnak. Il y a déjà eu affaire. Il saura se montrer prudent. » Il
attrapa alors dans un petit sac de toile qui était posé sur le sol. Oui, j'y veillerai, naturellement, assura le visionnaire. Où diable avez-vous trouvé? Le vieil homme affichait une expression de franche stupeur, comme lorsque Jacques était revenu avec ce sac à la tombée de la nuit. Nous l'avons découverte à Fontaneck, dit Jacques. Il était furieux. C'est à partir de là qu'il nous a envoyé la cavalerie. Il se tut alors. L'évocation de ce souvenir lui était insupportable. Triste histoire, commenta le visionnaire, ne sachant comment réagir. Il se leva alors et s'approcha de la table. Il prit dans ses mains 2 des 3 pots de soupe et attrapa une pile de bols entassés au bord. Il versa les soupes dans 2 bols et tendit ensuite à Jack, avec un sourire chaleureux. « Vous en avez besoin, » déclara-t-il. Jack accepta les bols. Il en posa un sur le sol et entreprit de réveiller son fils pour lui faire boire l'autre. Le garçon se mit à pleurer bruyamment. Il tenta de l'apaiser, tout en se penchant pour ramasser un biberon qui n'avait pas l'air neuf, à côté de la chaise. Il versa le contenu de la soupe à l'intérieur. « Grand Dieu, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu d'enfant pleurer, » dit le visionnaire, grimaçant à voix perçante. Du petit garçon. C'est la fin de ma lecture. Pour le roman Taïal, le royaume d'Estrée, de Raphaël Rodriguez. J'espère que l'histoire vous a plu et que l'auteur a apprécié ma lecture. Quant à moi, je vais continuer la lecture du roman dont j'en suis à plus de la moitié. Je lui souhaite une belle aventure pour son roman et le plus possible de lecteurs. Je sais qu'en tant qu'auteur, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour nous et j'essaie aussi de soutenir mes collègues écrivains pour nos petits auteurs qui avons du mal à faire connaître suffisamment nos livres. Je vous souhaite une belle fin de vidéo et on se dit à la prochaine vidéo.